Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est avant de parler de la pharmacothérapie chez l'adolescent, il faut d'abord en parler chez l'adulte. Et parce qu'en fait, ça va déjà refroidir un petit peu les ardeurs, puisqu'en fait, il y a très peu d'études contrôlées randomisées qui ont été réalisées sur les traitements médicamenteux dans le cadre du trouble de personnalité borderline chez l'adulte. C'est des petits échantillons, des mesures de résultats qui sont variables, souvent des hauts taux de drop-out et une durée de suivi limitée. Ce qui fait que finalement, il n'y a aucun médicament qui a été approuvé par la FDA, la Food and Drug Administration, leur ANSMAE, et qui n'est uniformément ou spectaculairement utile. L'efficacité majeure, on va voir un petit peu après, ça sera la meilleure efficacité, pardon, ce sera une efficacité qui sera moyenne. Et donc finalement déjà, on peut se dire que le médicament n'aura aucune efficacité exceptionnelle. D'autant plus que euh, le nombre de médicaments prescrits chez un patient borderline adulte, on s'est même rendu compte qu'il était inversement proportionnel à l'amélioration. C'est-à-dire que les patients borderline, dans 90% du temps, prennent au moins un médicament, dans 50% du temps, en prennent au moins 3 chez les adultes. Ce qui est énorme, alors qu'en fait, on sait que ce nombre de médicaments est inversement proportionnel à l'amélioration. D'ailleurs, les patients qui souffrent de troubles de personnalité borderline seraient même presque plus susceptibles d'avoir des réactions indésirables aux médicaments que les autres patients, ce qui tempère encore plus les espoirs qu'on pouvait avoir. Et enfin, pour terminer, les recherches sponsorisées par les laboratoires pharmaceutiques excluent très souvent les patients borderline par peur des comportements violents, par peur des comportements suicidaires et par peur des conséquences légales qui peuvent en découler. Donc tout ça dépeint un tableau finalement assez peu attrayant de l'état de la pharmacologie chez l'adulte. Si on va chez l'adolescent, c'est encore pire, puisqu'en fait, il y a seulement des essais chez les adultes qui ont été menés. Il n'y a pas eu d'essais chez les adolescents, notamment parce que les recherches par l'industrie, financées par l'industrie, sont également limitées par l'âge. Souvent, c'est des patients majeurs qu'on inclut. Le nombre de médicaments, c'est comme chez l'adulte, augmente avec les effets secondaires. Euh, et d'autant plus qu'il y avait eu, alors, toute une époque, il y avait eu tout un débat autour de est-ce que les antidépresseurs augmentaient le risque suicidaire chez les enfants et chez les adolescents. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'efficacité des traitements antidépresseurs dans le traitement de la dépression chez les enfants et les adolescents est beaucoup plus faible que chez l'adulte. Et pourtant, 40% des jeunes borderline souffrant d'un trouble de personnalité complet prennent plus de 3 médicaments, ce qui peut poser question au vu du faible nombre de données et plus globalement de la faible efficacité des traitements médicamenteux. Il y a une étude, il y a une revue de la littérature qui a été publiée il y a 1 ou 2 ans qui conclut en disant qu'il n'y a aucun traitement pharmacologique qui peut être utilisé pour traiter seul le trouble de personnalité borderline. Alors, pour autant, il y a la réalité, et cette réalité, elle est que on n'a pas beaucoup de lieux de thérapie, qu'on n'a pas beaucoup de moyens parfois autres que les médicaments pour traiter. Alors, comment faire quand on est obligé de prescrire des médicaments? La première chose, et la plus importante probablement, ça va être de tempérer les attentes. Ce ne sont pas des traitements qui vont être miraculeux pour le patient, mais également pour la famille. Le risque de ne pas tempérer les attentes, c'est souvent ce risque que le patient va dire, ok, on me prescrit un médicament qui est censé me guérir, ça marche pas, je vais moins bien, donc c'est que finalement, soit c'est ma faute, soit c'est que c'est pas traitable ce que j'ai. Et l'idée, c'est de tempérer les attentes et d'insister sur le fait que les effets vont être difficiles à évaluer et ne seront peut-être pas là. Et donc ça va souligner la nécessité de collaborer avec les parents et avec l'adolescent en disant, déjà, renseignez-vous sur les médicaments, voici ce qu'on en sait et ce qu'on en attend, et on va avoir besoin de vous pour le surveiller. On va avoir besoin de vous pour surveiller les effets positifs, les effets secondaires, et globalement tout ce qui va tourner autour du médicament. Il va être également bien sûr nécessaire d'insister sur l'utilisation responsable des médicaments. On pense là notamment aux médicaments addictifs comme les benzodiazépines. Il va falloir responsabiliser l'adolescent et ses parents sur la prise de ces médicaments. Et également, et là on retrouve encore cette idée cette idée de collaboration, mais dans la nécessité d'utilisation responsable, mais également, et le quatrième point, et un autre point très important, c'est de ne pas être proactif. On va voir un petit peu après un grand arbre de traitement, mais l'idée c'est qu'il faut prescrire de nouveaux médicaments seulement quand le patient est très sévère et qu'il l'accepte, ou lorsque la famille va vraiment demander et que le patient est très sévère. Mais globalement, on va essayer de ne pas être proactif et de ne pas proposer des médicaments, surtout quand le patient ne veut pas. Euh,
une phrase qui peut, qui peut un peu résumer les 4 points qu'on vient de voir, c'est « J'aimerais que vous essayiez ce médicament, il se peut qu'il ne vous aide pas. Alors vous devrez m'aider à déterminer si ça marche, si ça ne marche pas. Et nous, on vérifiera s'il y a une amélioration ou pas. Et en fonction de s'il y a une amélioration, on verra si on le continue ou pas. Et déjà, on change de perspective et on inclut le patient et sa famille, ce qui permet également la création d'une alliance. Parce qu'en fait, les principes du GPM qu'on a vu jusqu'à maintenant, ils s'appliquent bien entendu à la prescription des médicaments. Et la première, et un des plus importants, Satchen en parlait tout à l'heure, c'est la notion de création d'une alliance. Il faut que la prescription médicamenteuse s'inclue dans une psychoéducation. Et cette psychoéducation, même si certains ne sont pas d'accord, c'est de dire le trouble de personnalité borderline est un trouble de l'hypersensibilité interpersonnelle. C'est pas un trouble bipolaire, par exemple. Et ça va être un point important parce que du coup, ça va apprendre à tempérer les attentes. On va dire, bah, si c'est un trouble de la relation, ça va se traiter par de la thérapie et les médicaments n'auront qu'un rôle complémentaire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants, mais ça veut dire qu'ils ont un rôle qui est que complémentaire et surtout que les connaissances sont limitées. Bien entendu, dans la réalité, on peut ne pas pouvoir se passer des médicaments, mais au moins, il faut insister et être honnête sur ça. La deuxième chose, ça va être, là encore, d'insister sur la nécessité d'une collaboration. Il va falloir identifier quels symptômes on va cibler, essayer de développer un système avec les parents et l'adolescent pour essayer de surveiller les effets de ces médicaments. Et troisièmement, on l'a déjà dit, mais on le redit, il ne faut pas être réactif, mais il faut être actif. Si le patient est déprimé et qu'il ne veut pas de médicament, au vu de la probable faible efficacité de ce médicament, il va falloir encourager, mais ne pas insister trop ou ne pas pousser à la prise de médicaments. Le deuxième point, c'est un point important, c'est d'éviter une position dichotomique. Ce sont des patients qui prennent des positions dichotomiques par essence, et l'idée c'est d'essayer de ne pas nous-mêmes en miroir se cliver sur la décision médicamenteuse. Et il faut se dire, il y a la théorie, très peu de données, probablement peu efficaces, et il y a la réalité, parfois on n'a pas d'autre choix, donc je ne suis pas certain que les médicaments soient efficaces, ils peuvent être utiles, alors il est important qu'on les surveille pour voir si finalement ça peut avoir un intérêt, ou si ça n'a que des effets secondaires, ou si ça ne fait absolument rien du tout. Du coup, si on essaie de pouler un peu toutes ces informations, on va avoir deux situations. La première, c'est une détresse grave. Qu'est-ce qu'on appelle une détresse grave? Ça va être un syndrome dépressif sévère, ça va être de grandes souffrances autour de l'attention, ce qui empêche par exemple la bonne participation à la thérapie, on va voir après pour les comorbidités. Ça va être également un syndrome anxieux extrêmement sévère. Ça, c'est la détresse grave. Quand il n'y a pas ce type de détresse, l'idée c'est d'éviter la prescription, mais pour autant de ne pas être fermé et de discuter toujours avec le patient et avec les parents, de savoir s'ils ont des questions sur les médicaments, pas dire non, ça sert à rien, vous êtes borderline. Pour autant, s'il y a une détresse, et si on est dans une situation de détresse majeure, à ce moment-là, il va y avoir plusieurs possibilités. Soit l'adolescent, il veut des médicaments, et à ce moment-là, on va agir en se disant ok, on va surveiller, on va créer une alliance, on va essayer de collaborer, on va voir un peu quel type de médicaments va être prescrit après. S'il ne veut pas de médicaments, on a dit, l'idée c'est d'encourager et d'éduquer, mais c'est pas de pousser à. Parce que, encore une fois, les attentes qu'on peut en avoir sont quand même assez faibles. Et pour terminer, il y a la question de la réaction, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait si le patient prend le médicament et que ça ne marche pas? Eh ben, l'idée du GPM, c'est de dire qu'on ne va pas partir sur des méga polypharmacies, parce que plus on en prescrit, moins le patient va bien. Mais par contre, se dire, ok, bon, on a essayé, ça n'a pas marché. Il s'agira d'abord de réduire la dose, et peut-être potentiellement de switcher vers un autre, ou de ne pas represcrire. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est de pouvoir, premièrement, en discuter avec le patient et inclure le patient dans cette décision-là, et ses parents. Et également commencer, pas forcément, mais en tout cas ne pas ajouter les médicaments les uns après les autres. Les questions des classes de médicaments, c'est très compliqué, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le traitement, c'est pas nécessairement, dans le cas moi je suis un psychiatre adulte à la base, mais donc je vais parler plutôt chez les adultes, mais le traitement qui aurait, je vais être un peu provoquant en disant ça, mais le traitement qui a la meilleure efficacité dans le trouble borderline dans les études, c'est les oméga 3. Ça pose quand même une réflexion. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut prescrire des oméga 3 à tout le monde, mais il s'agit de dire qu'il n'y a pas un gros niveau de preuve des médicaments. Les antidépresseurs, premièrement, il n'y en a pas beaucoup qui ont été évalués, et globalement c'est à peu près tout négatif. Donc la valeur est modeste, notamment dans la dépression, et si on se porte chez l'adolescent qui de base a une réponse diminuée au traitement antidépresseur, ça va amener question, donc potentiellement se garder à l'esprit qu'en dehors d'un élément très dépressif, extrêmement sévère, d'une détresse très grave, comme on disait tout à l'heure,
n'a pas forcément un grand intérêt, en tout cas la valeur est modeste. Il y a la question des stabilisateurs de l'humeur. On- il y a eu, alors moi j'étais trop jeune pour y croire, mais il y a eu beaucoup de gens qui ont beaucoup cru. Et en fait, il y a eu un gros essai contrôlé il y a 4 ans, 4-5 ans, du Lamictal notamment, qui a montré que en fait, il y avait un très gros effet placebo déjà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de différence entre le placebo et le traitement actif, même s'il y avait un haut taux de drop-out. Donc là encore, l'efficacité est limitée des stabilisateurs de l'humeur. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'ils servent à rien, notamment en cas de comorbidité. Par contre, ce que ça veut dire, c'est que c'est limité. Les antipsychotiques, c'est l'efficacité qui est la plus large, mais les effets secondaires aussi, notamment métaboliques, ce qui va encourager les effets limités dans le temps, surtout chez les patients qui sont à haut risque de troubles du comportement alimentaire. Et enfin, les benzodiazépines, il y a eu, alors que vous savez, je pense que c'est quand même extrêmement prescrit, il y a eu une étude qui a évalué l'efficacité des benzodiazépines, c'était l'alprazolam, dans les années 80-90, qui a montré que ça aggravait les symptômes. Mais pourtant, on le prescrit énormément, ce qui pose la question d'une contre-indication relative quand même assez forte chez ces patients-là, parce qu'il y a aussi en plus un risque de désinhibition. Alors, quel scénario on peut être confronté auquel on peut être confronté? Premier, l'adolescent ne veut pas prendre de médicaments. Et là va rentrer en jeu la question de l'alliance et également le fait que soit il ne va pas prendre de médicaments, mais il peut aussi ne pas vouloir prendre les médicaments parce qu'il se sent contrôlé, il se sent un peu pris au piège et on me donne un traitement, je suis obligé de le prendre. Et c'est ça quand on parle d'une alliance et d'une collaboration, c'est pour éviter ce type d'écueil et essayer de faire en sorte que le patient soit partie intégrante de ce processus et qu'on soit vraiment dans quelque chose d'horizontal au niveau de la prescription médicamenteuse. Le risque aussi de ne pas avoir cette collaboration et cette psychoéducation préalable, c'est que le patient comprenne mal ce que veut dire un échec ou un arrêt des médicaments. Il peut comprendre par exemple que il ira jamais mieux si ça marche pas. Il peut comprendre que il se fait abandonner, puisque si on arrête le médicament, ça veut dire qu'on arrête les soins, et si on arrête les soins, ça veut dire qu'on m'abandonne, et si on m'abandonne, je vais pas bien. Et donc du coup, l'idée c'est de se dire qu'il faut psychoéduquer sur pourquoi on donne les médicaments, qu'est-ce qu'on en attend, et qu'est-ce que ça veut dire quand on l'arrêtera, et quand on l'arrête, on rappelle un petit peu ces choses-là. Comme on a dit, les adolescents sont plus sensibles aux effets secondaires, donc forcément, un des risques c'est d'y être confronté, et là ça va être une question pragmatique, le pragmatisme au centre du GPM, donc ça va être de se dire quel est le bénéfice que j'en tire, quel est le risque que j'ai à continuer à le prendre, et là il va falloir peser le pour et le contre pour chaque patient. Et un dernier point important sur la question de la prescription pharmacologique, avant de passer aux comorbidités, c'est qu'en fait, les parents pourront parfois prendre des décisions cliniques eux-mêmes, par rapport au traitement pharmacologique notamment, plutôt que de collaborer avec l'adolescent et le médecin. C'est pour ça qu'il faut accompagner les parents aussi et les intégrer dans le processus pour faire quelque chose d'un peu global et qui ne soit pas un truc seulement entre l'adolescent et le médecin, au risque que les parents s'en soient exclus et du coup euh, l'adaptent en fonction de ce qu'ils vivent au quotidien. Voilà. Donc ça c'est pour la pharmacothérapie. Le deuxième point, et c'est une règle plus qu'une exception chez les patients borderline, c'est la question de la comorbidité. Je ne sais plus le chiffre exact, mais ce que je sais, c'est qu'il y a énormément de patients qui ont au moins une comorbidité, qu'elle soit de troubles de personnalité ou de troubles de l'axe 1, entre guillemets. Et donc là, on est dans on a trois situations possibles. La première, c'est une situation où la comorbidité empêche la participation de l'apprentissage actif la comorbidité empêche la psychothérapie. C'est très rare, on va avoir quelques cas. Le principal, c'est la manie, le trouble bipolaire de type 1 complètement décompensé, la mélancolie délirante aussi par exemple, l'usage de substances extrêmement décompensées, ou l'anorexie, avec un retentissement somatique majeur. En gros, c'est tout ce qui empêche la participation de l'apprentissage actif. Et là, on va donner la priorité au traitement de la comorbidité. Par contre, et ça c'est un point important, quand la comorbidité a peu ou pas de chances de disparaître, si on ne traite pas le trouble borderline, à ce moment-là, il faut donner la priorité au trouble borderline. Il y a eu tout un débat à une époque, chez l'adulte en tout cas, qui disait oui, mais en fait, si on traite une dépression, il ne sera plus borderline après. C'est faux. Ça a été étudié longitudinalement sur plusieurs années. Il faut traiter le trouble borderline pour améliorer la dépression. Traiter la dépression sans traiter le trouble borderline n'améliorera ni la dépression ni le trouble borderline. Et ça a été assez bien démontré. Donc, je dis ça pour la dépression, mais pour l'anxiété, pour la phobie sociale, pour la boulimie sans retentissement somatique trop majeur, c'est idem aussi, puisque les deux finalement se nourrissent. Et donc il faut donner la priorité au TPL sur ces troubles-là. Bipolarité,
On y reviendra après. Et enfin, la troisième situation dans laquelle on peut se retrouver, c'est le fait que parfois traiter le trouble borderline va aider à traiter le reste. Mais parfois, traiter le borderline va juste permettre de pouvoir essayer de traiter le reste. Et on pense notamment par exemple au TOC, au PTSD, au trouble panique, où en fait s'exposer, parce que c'est le traitement de ces troubles-là, en tout cas en psychothérapie, c'est souvent l'exposition, bah, ça va tellement activer émotionnellement qu'il faut quand même avoir du skills un peu pour la gestion émotionnelle et pour la gestion de l'impulsivité que ça peut entraîner. Et donc parfois, en fait, traiter le trouble borderline, ça va permettre d'augmenter la capacité du patient à tolérer l'exposition. Donc, en résumé, dépression s'améliore avec le trouble borderline, trouble anxieux s'améliore avec le trouble borderline, abus de substance, sauf abus de substance complètement décompensé, s'améliore avec le trouble borderline, puisqu'en fait le trouble borderline va conduire à la consommation, même si en vérité c'est très compliqué, beaucoup plus compliqué en pratique clinique et que souvent on est obligé de faire les deux en même temps. La question des autres troubles de personnalité, notamment narcissiques, c'est complexe. Ce qu'on peut se dire par contre, c'est qu'on fera moins de mal en traitant un patient qui a un trouble de personnalité narcissique avec du GPM qu'avec des thymorégulateurs. La question du trouble de personnalité borderline secondaire, c'est dans le cas, on a dit, du trouble bipolaire de type 1. La question du traumatisme, notamment la question du trauma complexe, souvent c'est très entrelacé, le trauma et le borderline. Il y a la question d'un traitement simultané où certains disent même que dans le cas d'un trauma très précoce, complexe, la méfiance est telle dans la relation qu'on ne peut pas créer une alliance, qu'on ne peut pas créer quelque chose de réel et professionnel en même temps. Et donc parfois qu'il faudrait traiter le trauma complexe au préalable. Donc globalement, la question se pose dans le cas du trauma. On a dit la dépendance de substances et l'anorexie. Et enfin la question du TDAH. Il faut pouvoir rester assis pendant 1 heure par semaine par exemple pour faire la thérapie. Il faut pouvoir assister à des groupes. Et donc le traitement du TPL va nécessiter de l'attention, un contrôle des impulsions. Et pour ça, souvent il va falloir traiter le TDAH. On a parlé un peu des situations un peu, sans mauvais jeu de mots, un peu border entre avant ou après. La boulimie, on en a parlé, est-ce que l'état somatique est stable? Mais il y a aussi la question de la bipolarité. Et cette question de la bipolarité, elle est hyper importante. Il y a eu un mouvement dans les années 90-2000 où on s'est dit que toute fluctuation de l'humeur était un trouble de l'humeur. Il y a encore des gens qui disent ça. Et ça fait que du coup, quand on va être confronté à un patient qui a un trouble bipolaire de type 2, mais qui n'a jamais été constaté hypomane, mais parce qu'il a fait des phases, des moments où en fait il était un peu bien, mais du coup on ne sait pas trop. Enfin, souvent ça va nécessiter de se poser la question, est-ce que le diagnostic est correct? Avec le trouble bipolaire type 1, ça se pose quand même très souvent beaucoup moins. Il a fait une phase maniaque, il a fait une phase maniaque. Mais face à la bipolarité type 2, c'est quelque chose qu'il va falloir se poser, d'autant qu'il y a des gens qui ont défini des critères très nets de différenciation entre les deux, et qu'en fait, déjà les deux peuvent coexister, et deuxièmement, c'est pas parce qu'on dit qu'un borderline c'est un borderline que ça enlève l'existence de la bipolarité. Donc il va falloir se poser cette question-là, et ça va entraîner des grosses conséquences, notamment sur les questions pharmacologiques, puisque si j'ai un trouble bipolaire, je mets un thymorégulateur, si j'en ai pas un, je mets pas de thymorégulateur. Donc voilà. Et je terminerai sur la question des troubles oppositionnels et des troubles des conduites, ça c'est mon cadre adolescent. La question, ça va être de se dire, est-ce qu'il y a ces comorbidités-là, et si elles sont présentes, il va y avoir des mesures éducationnelles, des mesures sociales en plus, qui vont complexifier souvent la prise en charge. Concernant les questions qui arrivent souvent dans ce contexte-là, ça va dépendre de quelle perspective on se place. Il y a la perspective du psychothérapeute, est-ce que j'ai besoin d'un psychiatre pour prescrire quelque chose? Et il y a la perspective du psychiatre, est-ce que j'ai besoin d'un psychothérapeute pour faire quelque chose? Et là, on se retrouve souvent dans la réalité, et la réalité c'est que des psychiatres, il n'y en a pas beaucoup, des psychothérapeutes, il n'y en a pas beaucoup, et qu'en fait, on est un peu obligé d'opter d'une manière pragmatique, et ça va souvent dépendre, en tout cas, ce que je répondrais à ça, ce serait de dire, mais finalement, ça dépend de l'état de gravité. Un patient extrêmement grave, qui a besoin, on pense en tout cas un adolescent de 15-16 ans, avec une pathologie de l'humeur, en tout cas des éléments de troubles de l'humeur hyper importants, il va falloir se poser la question de qu'est-ce qu'on en fait, notamment sur le plan pharmacologique. Et donc là, par exemple, une psychothérapie ne pourra pas suffire. Pour autant, traiter uniquement un patient en le voyant une fois tous les 2 mois, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on a 600 patients en file d'attente en CMP, je ne connais pas les quantités, mais ça me semble déjà beaucoup, on peut se dire que ça ne suffira pas non plus pour traiter un patient borderline. Donc c'est un peu toutes ces questions-là qu'il faut garder à l'esprit. Si je devais, et je termine sur ça, si on devait résumer ça en un truc, c'est il n'y a pas de données, pour autant il y a la réalité, et donc l'idée c'est de
jongler entre les deux en essayant de trouver ce qui marche le mieux et en tout cas de remettre en question les prescriptions qu'on peut faire pour essayer de trouver la chose qui soit la meilleure entre des effets secondaires qui sont souvent très importants et des effets positifs qui sont souvent peu importants. Voilà, je vous remercie.